L'éthique à Nicomaque d'Aristote, chapitre 2. Reprenons maintenant notre première assertion, et puisque toute connaissance, toute décision réfléchie a nécessairement en vue un bien d'une certaine espèce, expliquons quel est le bien que, suivant nous, recherche la politique et par conséquent le bien supérieur que nous pouvons poursuivre dans tous les actes de notre vie. Le mot qui le désigne est accepté à peu près par tout le monde. Le vulgaire, comme les gens éclairés, appellent ce bien suprême le bonheur, et dans leur opinion commune, vivre bien, agir bien, est synonyme d'être heureux. Mais c'est sur la nature et l'essence du bonheur que les opinions se partagent, et sur ce point, le vulgaire est très loin d'être d'accord avec les sages. Les uns le placent dans des choses apparentes et qui éclatent aux yeux comme le plaisir, la richesse, les honneurs, tandis que d'autres le placent ailleurs. Ajoutez que l'opinion d'un même individu varie souvent sur ce sujet. Malade, on croit que le bonheur est la santé, pauvre que c'est la richesse. Ou bien, quand on a conscience de son ignorance, on se borne à admirer ceux qui parlent du bonheur en termes pompeux, et qui s'en font une image supérieure à celle qu'on s'en fait soi-même. Quelquefois, on a cru qu'au-dessus de tous ces biens particuliers, il existe un autre bien, en soi, qui est la cause unique que toutes ces choses secondaires sont aussi des biens. Rechercher toutes les opinions sur cette matière serait peine assez inutile, et nous nous bornerons à celles qui sont les plus répandues, c'est-à-dire à celles qui semblent avoir quelque vérité et quelque raison. Du reste, ne perdons pas de vue qu'il y a grande différence entre les théories qui partent des principes et celles qui remontent aux principes. Platon avait bien raison de se demander et de rechercher si la vraie méthode consiste à partir des principes ou à remonter jusqu'à eux. Tout comme pour le stade, on peut aller des juges à la borne, ou à l'inverse, de la borne au juge. Mais il faut toujours débuter par des choses bien notoires et bien claires. Les choses peuvent être notoires de deux façons. Elles peuvent l'être ou relativement à nous, ou d'une manière absolue. Peut-être nous faut-il commencer par celles qui sont notoires pour nous. Et voilà pourquoi des mœurs et des sentiments honnêtes sont la préparation nécessaire de quiconque veut faire une étude féconde des principes de la vertu, de la justice, en un mot des principes de la politique. La vraie politique en toute chose, c'est le fait, et si le fait lui-même était toujours connu avec une suffisante clarté, il n'y aurait guère besoin de remonter jusqu'à la cause. Une fois qu'on a la connaissance complète du fait, où l'on en possède déjà les principes, ou du moins on peut très aisément les acquérir. Mais quand on est hors d'état de connaître ni le fait ni la cause, on doit s'appliquer cette maxime d'Hésiode: le mieux est de pouvoir se diriger soi-même en sachant ce qu'on fait pour le but qu'on poursuit. C'est bien encore de suivre un sage avis d'autrui. Mais ne pouvoir penser et n'écouter personne est l'action d'un sot que chacun abandonne. Mais revenons au point d'où nous nous sommes écartés. Ce n'est pas, selon nous, une erreur complète que de se faire une idée du bien et du bonheur par la vie qu'on mène soi-même. Ainsi, les natures vulgaires et grossières croient que le bonheur, c'est le plaisir. Et voilà pourquoi elles n'aiment que la vie des jouissances matérielles. C'est qu'en effet, il n'y a que 3 genres de vie qu'on puisse plus particulièrement distinguer. D'abord cette vie dont nous venons de parler, puis la vie politique ou publique, et enfin la vie intellectuelle ou contemplative. La plupart des hommes tels qu'ils se montrent sont de véritables esclaves, choisissant par goût une vie de brute.
Et ce qui leur donne quelques raisons et semble les justifier, c'est que le plus grand nombre de ceux qui sont au pouvoir n'en profitent d'ordinaire que pour se livrer à des excès dignes de Sardanapale. Au contraire, les esprits distingués et vraiment actifs placent le bonheur dans la gloire, car c'est là le but le plus habituel de la vie politique. Mais le bonheur ainsi compris est quelque chose de plus superficiel et de moins solide que celui qu'on entend chercher ici. La gloire et les honneurs semblent appartenir à ceux qui les dispensent bien plutôt qu'à celui qui les reçoit, tandis que le bien tel que nous le proclamons est quelque chose qui est tout personnel et qu'on ne peut enlever que très difficilement à l'homme qui le possède. J'ajoute que souvent l'on ne paraît poursuivre la gloire que pour se confirmer soi-même dans l'idée qu'on a de sa propre vertu. On cherche à captiver l'estime des gens sages et du monde dont on est connu parce qu'on la regarde comme un juste hommage au mérite qu'on se suppose. J'en conclus qu'aux yeux même des hommes qui se conduisent par ces motifs, la vertu a la prééminence sur la gloire qu'ils recherchent. On pourrait donc croire aisément que la vertu est la véritable fin de l'homme plutôt que la vie politique. Mais la vertu elle-même est évidemment trop incomplète quand elle est seule, car il ne serait pas impossible que la vie d'un homme plein de vertu ne fût qu'un long sommeil et une perpétuelle inaction. Il se pourrait même encore qu'un tel homme souffrît les plus vives douleurs et les plus grandes infortunes. Or jamais, à moins qu'on ait une thèse toute personnelle à défendre, on ne pourrait soutenir que l'homme qui vivrait ainsi fût heureux. Mais c'en est assez sur ce sujet dont nous avons amplement parlé dans nos ouvrages encycliques. Le troisième genre de vie, après les deux que nous venons d'examiner, est la vie intellectuelle ou contemplative. Nous l'étudierons dans ce qui doit suivre. Quant à la vie où l'on ne se propose que de s'enrichir, c'est une sorte de violence et de lutte continuelle. Mais évidemment, la richesse n'est pas le bien dont nous sommes en quête. La richesse n'est qu'une chose utile et recherchée en vue de choses autres qu'elle-même. Ainsi, les divers genres de vie dont nous avons parlé pourraient plutôt encore que la richesse être pris pour les véritables fins de la vie humaine, parce qu'on ne les aime que pour eux absolument, et pourtant ces fins mêmes ne sont pas les vraies, malgré toutes les discussions dont elles ont été l'objet. Mais laissons de côté tout ceci.